Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live avec Voile et Voilier. Ils ont franchi hier la ligne à 8h40 après 8 mois de mer, un tour du monde en double, en étape, en classe 40. Vous l'avez compris, l'émission d'aujourd'hui parlera de la Globe 40 et en particulier de l'équipage des vainqueurs, Yann Lipinski et Antoine Carpentier sur le classe 40 Crédit Mutuel, le numéro 202. À mes côtés pour cette émission, Lorraine Corollaire de la rédaction de Voile et Voilier. Bonjour Lorraine. Bonjour Fabio, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Et puis avant de vous présenter l'émission, on va tout de suite avoir un premier mot des deux champions. Comment on passe sa première nuit à terre après 8 mois de Tour du Monde, Yann? Alors même s'il y a eu des pauses, mais toi tu n'étais pas rentré à Lorient. Comment s'est passée ta soirée? Oui, bonjour tout le monde. On a passé une soirée comme à chaque fois un retour de course convivial avec les proches qui étaient là, les partenaires et puis l'équipage de Curium. Et on a passé la soirée tous ensemble et effectivement c'était bien de retrouver un vrai lit qui bouge pas quoi, et qui saute pas. Antoine, quelle sensation ce matin au réveil? Une sensation d'être posé, hein. C'est sûr que, comme dit Yann, une nuit en mer, c'est pas la même chose qu'une nuit dans son lit qui bouge pas et qui saute pas, donc bien reposé. Alors en effet, c'était un tour du monde avec étape, donc vous n'étiez pas pendant 8 mois en mer, mais quand même vous étiez loin de chez vous. Vous avez réalisé un petit peu là déjà au lendemain ce que vous avez réalisé d'avoir bouclé un tour du monde? Non, moi j'ai pas réalisé. Ce que j'ai expliqué souvent, c'est qu'avant de partir d'ici, je réalisais pas que je partais pour un tour du monde. Pendant le tour du monde, tu es dans l'action et voilà, tu fais ce que tu as à faire. Et là, on est arrivé et non, moi, j'ai pas du tout encore atterri et pas réalisé, non, du tout. Alors l'émission portera sur 3 thèmes. Le premier, on va parler évidemment de la course. On accueillera aussi le fabuleux deuxième Jonas Gerkens dans quelques instants. En deuxième partie, on verra plus la partie technique avec l'équipe technique du classe 40. Et ensuite, on accueillera l'organisateur et la directrice de course. On va se replonger quelques instants dans les images de l'arrivée d'hier. On vous retrouve. C'est vrai que c'est un peu engagé comme navigation, mais c'est faisable, hein. On a réussi à faire tout le tour sans avoir d'avarie majeure à bord. Ça s'est joué encore, un truc qui a lâché chez Curium, qui peut emmener tout le monde. Et à chaque fois, quand les bateaux vont à 18-20 nœuds, une galère qui dure 3 quarts d'heure, ça fait énorme d'écart quand on voit qu'on se bat sur 30 000 sur l'échelle des océans. On a une pièce, un boot qui tient une pièce mécanique en tête de mât qui a cassé. On s'est retrouvé avec une voile de 120 mètres carrés dans l'eau. Hier, on a jonglé entre le SPI et le Génois. On a eu beaucoup d'opportunités de tenter des choses, mais le peu d'opportunités qu'on a eues, on les a saisies. Que ce soit aussi serré, que ça se termine à la dernière étape, il y a un scénario quand même. C'est les plus belles, je pense, parce que ça restera dans un souvenir, une globalité, un voyage, une aventure. Ça restera comme un très beau souvenir. Et on vous retrouve sur les pontons de la base devant les 2 bateaux qui viennent de parcourir tout simplement un tour du monde. Lorraine, je vais te laisser commencer pour débriefer un petit peu cette course et les différentes étapes qu'ont fait ces skippers. Oui, donc alors Crédit Mutuel, c'est 5 victoires d'étape, une victoire sur le prologue, mais un suspense jusqu'à la fin pour savoir qui allait être le vainqueur. Justement, on accueille Jonas qui est avec nous et qui a donné du fil à retordre à ce duo. Comment vous expliquez, vous, cette domination? Parce que vous pensiez quand même que vous alliez gagner la quasi-totalité des étapes avant de partir? Ah non, pas du tout, du tout. Non, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait... Je pensais pas que sur les étapes, le jeu serait aussi serré, mais je pensais absolument pas qu'on puisse gagner du tout toutes les étapes. On connaît Benoît, Jamila, Jonas, leur niveau, leur expérience. On savait qu'ils avaient un super bateau et il n'y avait aucune raison qu'on soit particulièrement devant par rapport à eux.
Et en plus, ce qui a été incroyable, c'est que sur chaque étape, quasiment sur toutes les étapes, la bataille était vraiment extrêmement serrée sur l'eau, quoi. C'était pas une bataille, une victoire l'un, une victoire l'autre. C'était à chaque fois des victoires des uns et des autres, mais avec des positions extrêmement proches et donc une intensité de quasiment tous les instants sur toutes les étapes qu'on a faites, quoi. C'est-à-dire que vous voyez souvent à l'AIS sur cette course, comment ça se passait? Alors nos antennes VHF ont été mises à rude épreuve. Non, mais on a quand même les positionnements de la course qui nous permettaient d'avoir la position des adversaires toutes les 4 heures. Et voilà, donc toutes les 4 heures, on voyait bien qu'on était, mais voilà, c'était de l'ordre entre être à vue plusieurs fois ou être à une trentaine de milles, mais ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc c'était à la fois extrêmement très très proche. Antoine, comment tu as vécu ce duel puisque en plus tu as pu changer ta place parfois avec Amélie ou parfois prendre la barre du bateau avec Alan. Comment on se transmet ce duel? Est-ce que quand tu étais dans les périodes de repos, t'en profitais pour mieux observer, trouver un peu des datas qui te permettraient d'être clé sur les étapes? Alors effectivement, j'ai pas fait toutes les étapes. Les étapes où j'étais à terre, forcément, on est quand même impliqué dans le projet, donc j'étais souvent sur la carto et en communication avec le bord, voilà. Donc quand j'étais pas à bord, j'étais quand même un peu avec eux par l'esprit, voilà. Et c'est sûr que le duel, c'est à chaque étape, il fallait remettre le couvert. Et puis, donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur. À partir de la réunion, on était un peu le couteau sous la gorge, on va dire. Donc, il y avait un peu plus de pression à chaque étape. C'est sûr qu'on n'avait plus le droit de faire une seconde place, quoi. Jonas, tu disais hier à ton arrivée que justement vous n'aviez pas forcément beaucoup de pression parce que vous n'étiez pas les favoris. C'était une position plus confortable pour vous, ce qui vous donnait aussi le moyen de pousser et de leur mettre une petite pression mentale. Communiquer pour mettre la pression sur l'autre équipage. Mais c'est sûr qu'on avait un rôle d'outsider, que ce soit le projet qui vient de Belgique aussi à la base, donc c'est pas dans l'ADN de ce pays-là, on est plutôt en cyclisme par exemple. Mais par contre, oui, certes on communiquait comme ça, mais on se mettait une pression en herbe. On savait qu'après la réunion, on avait une opportunité pour aller gagner ce Tour du Monde, et on a essayé de donner le maximum pour mener la vie dure au bel équipage de Crédit Mutuel, et on avait l'espoir de vraiment gagner ce Tour du Monde. C'est pour ça qu'on a mis cette intensité-là aussi. Et Yann, toi, tu étais vraiment soulagé, hein, on l'a vu au passage de la ligne. Comment on gère cette pression sur autant de temps? Est-ce que tu as eu le temps de la préparer, peut-être avec un coach mental, ou est-ce que tu as appris justement dans cette nouvelle configuration, puisque tu n'as pas fait des courses qui ont duré autant de temps avant, à gérer différemment cette pression de la course? Non, pas de préparation mentale particulière, mais c'est sûr que j'ai envie de dire qu'on tire à chaque fois des expériences, un peu plus de force pour les fois suivantes. Mais c'est sûr que les nerfs ont été mis à rude épreuve après un scénario catastrophe, là, une arrivée à La Réunion. On s'est fait doubler par Curium et le bateau allemand juste dans le dévent de l'île, ce qui nous a coûté extrêmement cher au classement. Et puis même à chaque étape, il y avait à chaque fois des scénarios quand on avait l'opportunité d'être devant, avec il y a eu vraiment beaucoup de cas de figure où ça revenait extrêmement fort par derrière, et c'est des moments qui sont durs à gérer psychologiquement à bord. Donc oui, moi j'ai subi pas mal de pression, je pense, depuis plusieurs mois, que ce soit à terre ou pendant les étapes. Et effectivement, j'ai vécu l'arrivée hier, et puis de pouvoir s'imposer. J'ai vécu ça comme un grand soulagement après plusieurs semaines et mois où c'était un petit peu tendu malgré tout. Il y avait tout le temps cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Alors, on a parlé de cette pression et qui est née un peu de ce scénario à La Réunion. Toi, Yann, tu es plus un expert de l'Atlantique Nord. C'était vraiment plus ton terrain de jeu, les transats que tu as fait avant. Je pensais aussi votre cas de figure. Comment vous avez préparé en amont justement la météo ou ces zones clés? Est-ce que vous avez regardé les traces du Vendée Globe, essayé d'échanger avec d'autres marins de la Volvo pour avoir un peu des clés de passage? Moi, pas du tout, non. Déjà, le Vendée Globe, c'est quand même des parcours différents. Là, on allait quand même dans des endroits, à chaque fois on remontait, que ce soit à La Réunion, à Sydney, à Valparaiso. Donc ça change quand même bien les cas de figure.
Non, moi j'ai essayé d'être pragmatique et d'analyser à chaque fois pendant la course avec les données qu'on avait, et j'avais pas trop envie de me polluer la tête avec des stats ou avec des idées préconçues de ce qu'on allait rencontrer. Je préférais m'adapter sur ce qu'on avait à chaque fois dans notre cas qui nous intéressait, quoi. Antoine, tu peux nous parler un petit peu de ce début de course? À chaque fois, il y a eu des petits faits de course qui ont fait que vous avez pris le lead. Comment ça s'est passé justement sur ce prologue et sur la première étape? C'est loin tout ça, mais je vais essayer de me rappeler. Non, le prologue, après c'était un peu particulier le prologue parce que les équipages pouvaient être plus que 2 à bord. Nous, on avait fait le choix avec Yann de partir à 2. Ça vous a fait votre entraînement du coup? Ça nous a fait notre entraînement, et ça s'est bien passé. On a bien navigué, je pense. On n'allait pas s'entraîner, on est parti à 4 du coup. Vous estimiez que vous n'avez pas besoin? C'était plus pour la cohésion d'équipe. Ouais. C'était les 4 skippers principaux, donc on n'avait pas beaucoup navigué ensemble, donc c'était l'occasion de faire connaissance avec le bateau aussi. Non, du coup, après, nous, le prologue s'est bien passé. On a rencontré des conditions un peu rudes, mais ça a été. Et puis, la première étape, malgré un petit couac au départ, on a réussi à revenir vite dans le match et reprendre la tête rapidement. C'est quoi ce petit couac? C'était un petit couac. On a oublié de passer une bouée. Il y avait 14 bouées et demie à faire en parcours en étoile. Non, on a un peu mal géré. C'est vrai c'était un parcours avec beaucoup de marques avant de quitter Cadix, et on en a oublié une. Et comme on était devant, c'est après, en voyant les bateaux de derrière, en plus on était assez focus sur nos manœuvres, nos envois de speed, de générique, de machin. Et on se dit mais pourquoi ils vont là-bas tous donc marche arrière. C'était gentil de leur part. Gemila faisait des études à Cadix, donc il fallait bien qu'on passe la bouée en tête à Cadix. Ah, ouais. Bon, après, ils sont vite revenus quand même. On est revenu. Ouais, et puis c'était un peu le début de l'aventure, quoi. Donc, en découverte, entre guillemets, du bateau, parce qu'on le connaît quand même bien. Et puis voilà, l'arrivée au Cap-Vert, c'était génial. On avait un petit peu d'avance. Je crois que c'est l'étape où il y a eu le plus d'écart, non, presque. La plus petite étape. Et non, on n'avait pas trop de stress à l'époque. Puis ensuite, vous avez découvert les mers du Sud. Yann, toi, tu parlais un de tes meilleurs souvenirs, c'était presque le passage de Bonne-Espérance, tu disais, avec les oiseaux qui entouraient le bateau. Je voudrais savoir, toi, Jonas, quel souvenir tu rapportes de ces mers du Sud et quelles sensations tu as pu trouver nouvelles là-bas? C'est paradoxal. Enfin, j'ai pas fait le Pacifique, donc c'est surtout l'Indien. J'ai découvert l'Indien, qui est la pire mer que j'ai jamais vue. C'est vraiment rare. En termes de vagues, le vent, ça allait. Il y a une densité différente par rapport à ici, mais c'est surtout l'état de la mer qui est vraiment rare, très courte. Les bateaux tapent fort et on accélère vite aussi. Enfin, c'est là qu'on a battu notre record de vitesse de 31 nœuds, et qu'on est lancé à 31 nœuds, qu'il y a un mur devant de 5-6 mètres et qu'on dépasse ce mur-là et qu'on saute dans le vide après. C'est balèze pour les bateaux et pour les bonhommes. On ne sait pas comment ça va se terminer. Donc ça, c'est le côté dur, et le côté magique, c'est mes premiers albatros quand même. J'étais fasciné par voir leur vol et de les découvrir dans le sud. Donc oui, les bons souvenirs. Et puis l'arrivée dans la baie de Sydney était tout aussi magique. Donc, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de moments magiques qu'on a eu là qu'il va falloir faire un bouquin, je pense. C'est ça. Toi, Antoine, tu parlais du Pacifique un peu, que tu avais l'impression que ça avait été un endroit vraiment difficile. Oui, parce que j'ai pas fait l'Indien, donc forcément, je pense que le Pacifique, on a eu quand même quelques conditions un peu sportives, même si c'était au portant. On a eu après, je suis peut-être impressionnable plus facilement que mes collègues. Mais non, on a eu 4-5 jours où c'était un peu compliqué. Heureusement que le vent n'est pas monté comme sur les fichiers, parce que ça aurait été un peu plus... Je ne sais pas trop comment ça serait fini. Effectivement, comme dit Jonas, il y a des vagues. Quand on commence à les descendre, on ne sait pas trop comment ça se passe en bas. Et on n'a pas forcément envie de savoir des fois. Vous avez quoi comme vent au maximum sur ce tour du monde? Vous avez noté? Nous, notre animaux, il ne dépasse pas les 30 nœuds, donc on a eu 30 nœuds au max. On n'a jamais eu plus de 30 nœuds. Pratique. Pas de stress du coup. Et en top speed, du coup, Jonas disait 31 nœuds. Qu'est-ce que vous avez pu voir, vous? Je me souviens plus, moi, je crois à peu près par là, des surfs qui se finissent dans les 30 nœuds.
Après, on ne voulait pas spécialement ces vitesses-là. On Mhm. préfère la moyenne à Ouais, 22, 23 nœuds que d'aller à 31 nœuds. Ouais. Non, 30 nœuds, c'est trop. Ouais. C'est 30 nœuds, c'est trop. Justement, c'est une très bonne transition. Merci Jonas. Comment, sur ces étapes aussi longues, aussi éloignées des terres, est-ce que vous avez mis sur le haut du panier dans les décisions le confort relatif de l'équipage pour ne pas se blesser ou pour préserver le matériel? Est-ce que vous pensez avoir navigué un peu différemment que sur une Jacques Vabre ou sur une route du Rhum, par exemple? C'est un peu dur à dire parce que clairement c'était la philosophie, c'était le plan de départ, hein, d'y aller cool. Le plan n'a pas été respecté. C'était le plan A, mais on est assez vite quand même passé au plan B qui était t'as l'autre bateau qui a 10 000 à côté, on veut pas aller moins vite. Et donc forcément ça s'engraine un petit peu, mais bon, on a... preuve en est, c'est que les bateaux ils ont réussi à faire le tour et qu'on n'a pas non plus été au-delà du complètement déraisonnable. Et pour ce qui est du confort, on avait l'obligation, et ça c'était une bonne idée par le règlement de la course, d'avoir des petits chauffages à bord. Ça c'était un élément de confort non négligeable quand il fait froid et que la mer est à 8 degrés. Tu peux pas l'utiliser tout le temps parce qu'il faudrait prendre beaucoup trop de carburant. Nous on avait alors c'est pas du confort mais un filet anti-crash qui permettait de ne pas voler trop loin dans le bateau en cas d'arrêt, donc c'était un élément de sécurité Qui a bien servi, ouais. qui a servi. Dans le Pacifique, oui. Moi, heureusement qu'il était là. Ouais. Et que je vais dire sur le confort, ouais. Et non, ce qui est bien, c'est de pas oublier son duvet dans les mers du Sud. Le fameux. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, j'avais 2 sacs de couleurs différentes et au dernier moment, j'ai mis le duvet dans le sac que je pensais que je prenais à bord. Et c'était une étape avec Amélie et donc on est parti de la Réunion, donc il faisait beau, on n'avait pas besoin du duvet. Et puis à un moment, j'ai dit là, je vais sortir le duvet, on va être content. Donc je commence à chercher dans mon sac et petit à petit, je commence à comprendre le truc. Et là, ma grosse angoisse, c'était en 1, on va peut-être avoir froid, et en 2, mais Amélie, on se connaissait pas super bien. Elle va m'en vouloir à mort, quoi. J'ai Amélie, Ce qui aurait été normal. Amélie, je crois qu'il y a un souci là. Et non, elle a été tout de suite constructive. On va pas se... Vous avez fait comment? Sur ce qui a été fait. Vous avez on a mis des couches les sacs à voile, couverture anti-feu. En fait, ça gratte un peu et on a trouvé, on avait en fait dans le sac d'évacuation, le grab bag, on avait comme une couverture de survie, mais justement en sac de couchage. Et voilà, on a fait ça, plus des polaires, plus des habits par-dessus, et puis de temps en temps un peu de chauffage pour compléter. Au final, ça passait pas mal. Et du côté du bateau belge, pas d'oubli majeur dans la logistique? Non, pas d'oubli majeur. On n'a plus de chauffage en allant vers le Cap Horn. Il y a eu un petit souci électrique, donc ça a coupé. Donc ça va remonter assez vite à l'Amérique du Sud. Donc ça va. Non, c'était le même constat sur la partie technique, c'est qu'on partait en disant qu'il faudra lever le pied à certains endroits, sauf que quand tu as un bateau qui est proche, tu peux plus lever le pied, donc il faut foncer. Bon, tu te posais quand même des questions dans l'Indien, entre autres quand ça tapait, ou au milieu, au point Nemo, dans le Pacifique. Le dématage, c'est pas la même histoire si tu le fais là qu'ailleurs. Donc il y avait quand même cette épée de Damoclès qui reste là, qui travaille aussi, mais il faut faire abstraction, sinon on n'avance pas assez vite. Donc, Alors, juste par rapport à la question que tu as posée, Yann, nous dans l'océan Pacifique, il y a eu quand même en fait la stratégie voulait nous envoyer absolument dans la limite des glaces qu'on avait pour avoir plus de vent. Et avec Alan, pendant 3-4 jours, on avait pris la décision justement de ne pas aller dans forcément cet état de vent et de mer qui était difficilement exploitable pour le bateau qu'on avait. Et donc on avait fait le choix de rester un peu plus nord pour avoir des conditions un peu plus maniables et mettre un peu plus de toile que si on avait été dans le sud. Malheureusement, la voile dont on pensait se servir nous a fait défaut. Et du coup, ça n'a pas été payant, mais je pense qu'au début, c'était plutôt payant d'aller dans moins de mer et moins de vent pour pouvoir exploiter plus ce qui est un peu une forme de mise en sécurité de l'équipage aussi, si tu veux, c'est de naviguer dans des conditions où tu peux continuer à régater et t'es pas en mode survie à essayer de passer sans casser le bateau. on mettait dans le routage, on mettait des limites de l'état de la mer et de force de vent faut pas aller dans le dur, quoi. Parce qu'on reste sur des bateaux de 12 mètres. Des êtres humains. Clairement, il y avait une vigilance par rapport à ça. Et effectivement, si tu laissais courir un routage complètement libre, il t'emmenait dans des endroits où on n'avait pas envie d'aller. Donc effectivement, après, dans les conditions où on était, on tirait quand même le plus fort possible sur les bateaux dans la limite du raisonnable.
Mais par contre, on était quand même vigilant à pas aller dans des endroits où on n'était plus trop maître de notre destin, quoi. Oui, on avait le même ratio sécurité parce que les trajectoires étaient assez similaire, oui. À part dans le Pacifique, là où Ben et Jamila, ils ont été bien au sud chercher le truc, ça nous a bien fait mal. Mais bon. Et juste pour terminer sur les prévisions, comment vous les avez trouvées? Est-ce que les prévisions de mer et de vent étaient plutôt fiables par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire en Atlantique Nord? Moi, globalement, ouais, j'ai trouvé ça assez fiable. Peut-être la zone la plus délicate, c'était après le Cap Horn là, pour remonter. En tout cas, c'est une zone qui a la réputation d'avoir des modèles un peu moins performants qu'ailleurs. Mais bon, oui, il y avait des décalages, etc. Mais c'était pas complètement n'importe quoi ce qu'on avait comme météo. Donc, moi, j'ai trouvé ça globalement plutôt bon partout. Ça s'est bien amélioré, je pense. Ouais, les modèles, ils sont bons. Hein. Mieux qu'il y a 459,78 000, c'est le record que vous avez battu. Alors on sait que vous n'êtes pas en recherche de record quand vous les battez sur ce type de course. Et n'empêche que les performances des SCO ont encore évolué, les connaissances aussi là-dessus. Est-ce que donc vous disiez que vous n'avez pas forcément atteint les limites, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de possibilités sur ces bateaux? On peut encore border mieux les voiles plus longtemps, hein, c'est sûr. Non, c'est sûr que ça montre aussi l'intensité du duel. Parce que c'est la même chose que si on va chercher ces records-là, c'est qu'il faut faire le break aussi avec les autres bateaux. Donc ça montre, si on avait 200 000 de retard, tu leverais peut-être plus vite le pied. Là, ces records-là sont grâce aussi au bateau qui met la pression aussi, avec lequel on fait la différence. Oui, il y a différents paramètres. Je pense qu'on peut encore améliorer ces scores-là. Donc les bateaux, c'est plutôt les humains qui commencent à avoir une limite. Oui, c'est ça. Il y a l'aspect sécurité, tu disais, et puis il faut Antoine. le terrain de jeu aussi qui te permet de faire 500 000 tout droit sans avoir. Tu vois, c'est quand même en Atlantique Nord, il y a ce terrain de jeu, mais c'est rare, quoi. Dans le Pacifique, c'est quand même plus simple. Pour la promo, pour vous battre un record des 24 heures, il faut venir sur la Globe 40. Très bien. Ouais, juste pour continuer sur les images, Yann, donc tu disais que tu as vu beaucoup d'oiseaux. Comment ça se manifestait? Je veux dire, il y avait plus d'oiseaux à tourner autour du bateau que dans le Nord. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ça visuellement? C'est incomparable. Donc, je crois que l'endroit particulièrement, c'est à peu près c'était l'Atlantique Sud, autour du Cap de Bonne-Espérance. Enfin, on était nettement... On devait être à part 40 et quelques sud, donc tu es loin de l'Afrique du Sud, de Bonne-Espérance. Mais là, c'est des centaines d'oiseaux en permanence, donc des petits. Alors, tu as des albatros là-dedans, etc. Mais tu as comme un essaim d'abeilles énorme d'oiseaux. Oui, tu avais posté une vidéo justement où on les voit. Voilà, pendant plusieurs jours, tu avais en permanence cette espèce de nuage d'oiseaux autour. Donc, je sais pas, ça fait beaucoup de vie, beaucoup de... Donc ça, ouais. Et puis comme Jonas, moi j'ai jamais vu d'albatros. En plus, je suis vélivole, j'aime beaucoup voler en plein air, donc je me sens concerné. Et pareil, j'ai passé des heures à essayer d'analyser leur vol, à comprendre et à admirer leur vol, parce que c'est assez incroyable les techniques de ces oiseaux qui utilisent on va dire le gradient de vent pour rester en l'air sans battre des ailes, quoi. Donc et voilà, on peut passer des heures à observer ça. C'est beau. On a parlé de l'aspect voyage et performance. Il y a aussi un aspect qui est important sur ce Tour du Monde, c'est la famille. C'est long, c'est une course très longue qui dure près de 8 mois. Comment vous avez géré les liens avec vos familles? Antoine, toi moi, je n'ai pas fait toutes les étapes, donc je suis revenu à la maison. Je ne suis pas resté 8 mois hors de chez moi, mais c'est vrai que là, la dernière absence, je ne suis pas rentré à Récif. Je suis resté à Récif pendant l'étape. Du coup, je suis parti 2 mois plein de la maison, c'était un peu long. Alors, forcément, quand on est à terre, on fait des visios, voilà, et en mer, on communique par téléphone, par texto, par mail. Voilà, mais c'est vrai que c'est le côté un peu difficile à gérer, quoi. C'est le point noir de notre métier. Il faut bien qu'il y en ait un. Ouais, c'était la même chose. C'était aussi pour ça qu'on a construit une équipe. Il ne faut pas faire toutes les étapes. Je ne ferai pas toutes les étapes parce que j'ai une compagne et des enfants. S'il faut qu'ils me reconnaissent ou qu'ils soient encore avec moi,
fallait gérer ça aussi. Les faire venir à certaines étapes aussi. Enfin voilà, c'est un autre aspect organisationnel qui était super intéressant et qui a permis aussi de faire des voyages, de faire le partage. Mais là, ça fait 3 mois que je suis parti. J'ai pas fait toutes les étapes, mais là, ça fait 3 mois depuis mi-janvier que je suis parti et il était temps de revenir. Yann, toi, tu as une autre organisation? Ouais, alors moi je suis très chanceux parce qu'on a organisé ça aussi. C'était aussi une expérience familiale. Moi, je suis parti de Lorient. Je suis arrivé hier à Lorient. Je suis jamais revenu. Mais ma famille, ma compagne et mes 2 enfants ont aussi fait le voyage et ont suivi toute l'aventure en voyageant sans moi quand j'étais pas là et en se retrouvant à chaque étape. Donc ça, ça a été une chance extraordinaire pour moi et pour eux aussi de vivre quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Oui, et puis tu as profité de ne pas faire une étape justement pour faire le voyage. J'ai fait un break, j'ai pas couru le Pacifique. Et du coup, j'ai passé tout ce temps-là pendant que le bateau traversait avec la famille au Chili à attendre le bateau. Mais en les attendant, on a vu pas mal de belles choses. Une destination qui t'a beaucoup marqué, hein. T'en as bien parlé hier du Chili, ça a l'air Ouais, moi j'ai adoré le Chili, je me suis très très bien senti là-bas, avec les gens, le pays. Bon, on en a vu évidemment qu'une toute petite partie, mais c'était quand même entre la mer et des montagnes qui sont spectaculaires. Donc quand tu es au bord de l'eau, tu as les sommets enneigés de l'autre côté. Et puis on est allé dans des vallées où la nature elle est vraiment grandiose là-bas et ça nous a vraiment beaucoup plu. C'est vraiment c'est très sympa tous ces récits de voyage et ces images que vous nous rapportez. Merci beaucoup. Alors pour que ces bateaux aillent vite, il y a évidemment toute la dimension technique. Ça va être le thème de la deuxième partie de cette émission. On va vous retrouver dans quelques minutes après ce plongeon à La Réunion où on va voir Camille Sissot et Sébastien Pic en pleine préparation du Classe 40 202. A tout de suite. Pendant ces 3 semaines, ça a été intense et sportif. Tout checker le bateau, on a fait un gros boulot. Cette 3e place, évidemment, c'est décevant. Ça enlève pas la motivation, au contraire. On avait gagné les 2 premières étapes, là on fait un podium. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de rester serein, calme. Kylian et Amélie sont reposés, prêts à rattaquer, surmonter la déception pour au contraire réengranger de la motivation, donc c'est bien. Là, on a le briefing de course qui va commencer sur la course, la sécu, la météo. This line here is the limit of where the Australians are prepared to come and get you if you have a problem. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a pu sortir naviguer hier et avant-hier. Donc pour nous, c'est quand même pas mal pour se remettre dedans après cette bonne pause. Et puis on commence à regarder un peu la météo, il y a quasiment tous les sacs qui sont chargés dans le bateau sauf le frais. Voilà, on a hâte d'y aller, quoi. Nous sommes toujours sur les pontons de la base devant le bateau vainqueur de cette Globe 40, le 202. Un bateau très bien préparé par toute cette équipe technique, Camille Sissot et Sébastien Picot de l'équipe Crédit Mutuel. On l'a vu dans la vidéo, on l'a vu ce travail de préparation. Je voudrais déjà aussi savoir comment vous allez passer les prochains jours, parce que j'imagine que c'est un soulagement aussi de voir le bateau arriver en bonne forme ici à Lorient. Camille? Oui, c'est un soulagement, c'est un bonheur aussi. Oh. Sébastien? Voilà, nous en fait on va prendre un temps pour nous jusqu'à lundi matin prochain où on va organiser le chantier post-Tour du Monde pour préparer ce qu'on appelle entre nous la dernière étape du Tour du Monde qui est la route du Rhum. Voilà. Tu le disais tout à l'heure hors micro, Sébastien, en fait vous venez tout simplement de faire l'équivalent de 10 routes du Rhum en 8 mois à peu près. Comment vous avez pu, enfin j'imagine la liste est très longue de cette préparation pour un tour du monde. Quels sont les premiers éléments sur lesquels vous avez voulu jouer pour préparer le bateau? Est-ce que vous avez travaillé un jeu de voile spécifique qui dure ou est-ce que vous avez fait des renforts dans le bateau? C'est quoi le premier critère sur lequel vous avez joué, Yann?
Nous, on a pris la décision un petit peu tard de s'inscrire à ce Tour du Monde. Et du coup, on n'a pas eu dans nos choix de voile, etc. C'était pas destiné particulièrement à faire le Tour du Monde. Le bateau, on a eu quelques modifs à faire, mais ça n'a pas été des renforts non plus. Et je dois dire que c'était un peu comme la météo. On s'est adapté, Fick et Camille ont dû s'adapter au jour le jour, étape par étape, à gérer. C'est un peu une somme pas de crise, mais de réaction à ce qu'on vit, à ce que vit le bateau. Et il faut une capacité une adaptabilité permanente et un dévouement permanent à la préparation pour réussir à performer et à finir une telle épreuve, quoi. Sébastien, comment ça s'est concrétisé de préparer le bateau? Donc vous avez eu assez peu de temps, mais vous avez dû modifier un peu justement les poids. Il y a dû avoir beaucoup de matériel embarqué. Comment vous avez fait ça? Et puis aussi, j'imagine, créer un minimum de confort à bord. En fait, pour préparer ces 9 mois de course, c'est un peu 1 an de travail, parce qu'il y a les 3 mois avant. La première chose, c'est déjà préparer l'équipe. Je pense qu'avec Camille, le fait d'être 2, c'est hyper important pour être pertinent pendant les escales. Et puis, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est être efficace pendant les escales pour remettre le bateau à niveau avant chaque départ, et puis aussi être assez agile en termes de logistique pendant les étapes, avoir une bonne communication avec les navigants pour venir avec le bon matériel au bon moment. Donc je dirais il y a un petit peu de préparation, de l'adaptation comme Yann le faisait remarquer. Il faut être agile dans les deux. Mais je crois que surtout, il faut former une bonne équipe technique. Je crois que le gros succès, c'est ça. C'est parce que c'est pas toujours hyper simple quand on est loin de nos bases. Donc je dirais que ce qui est important, c'est l'ambiance entre les 2 personnes qui vont préparer le bateau. Voilà. Et concrètement, justement, qu'est-ce que vous avez fait pour que le bateau soit pas en configuration route du Rhum et qui partent pour un tour du monde? Alors en fait, pour faire la Globe 40, il faut faire des modifications pour avoir des compartiments étanches. Donc ça, c'était un travail. On est obligé aussi de mettre un chauffage. Et puis, on prépare aussi en amont plus de matériel de spare. Donc on est conscient que le bateau va être plus chargé, mais comme à chaque fois, c'est les utilisateurs qui sont aussi conscients de tout ce qu'on amène à bord du bateau, qui font attention au navire pendant toutes les étapes. Et pour gagner au final, il faut réussir dans le temps long à garder un bateau performant. Et il ne faut pas avoir un bateau performant jusqu'à Valparaiso, il faut avoir un bateau performant jusqu'à l'entrée de la passe ouest de l'Orient. Et c'est ça la clé du truc, quoi. Voilà. Et justement, ça se concrétisait comment sur les étapes? À quoi ressemblaient pour vous les escales? Vous réceptionniez le bateau, vous faisiez un bisou au skipper et puis hop, vous partiez mettre les mains dans le cambouis. Ouais, à quel moment vous aviez votre job list définie avec l'équipage? Ça a été défini au fur et à mesure quand même, c'est vrai, parce qu'il y a une bonne communication effectivement. Et on n'est pas non plus assez... on manque de rigueur, mais je pense qu'aucun de nous dans l'équipe fonctionne avec un truc, un process défini, qu'est-ce qu'on fait à chaque étape. Mais si je me souviens bien, dans les 24 heures qui suivaient, il y avait un petit temps tous ensemble où on vérifiait qu'on était d'accord sur ce qu'il y avait à faire. Et où on ajoutait les oublis, ou souvent sur le bateau, ça permet de voir qu'on est bien d'accord sur oui, c'est bien ça qui est cassé ou qui est amélioré ou entretenir. Vous sortiez le bateau à chaque fois de l'eau? Non, il a été sorti qu'une seule fois hors d'eau, le bateau. À quelle étape? À Valparaiso.
Et Ce qu'il faut savoir, c'est, tu disais, le rythme que Sébastien et Camille avaient à chaque étape, c'est des heures et des heures et des heures de travail, des fois des nuits. C'est des courses contre le temps, parce qu'à chaque fois, il y a une liste de choses à faire pour remettre le bateau en état, mais il y a vraiment une deadline qui est le redépart. Comme le disait Sébastien, on est loin de nos bases, donc il faut aussi trouver où trouver les différents matériels dont on a besoin. Et donc c'est quand même un gros challenge et une course contre la montre, et c'est pas les 6 heures de boulot par jour, c'est une grosse intensité, avec tout le temps un peu le stress au fur et à mesure, aussi de redécouvrir en travaillant. C'est là aussi où tu découvres des nouvelles choses. Et donc il y a quand même une tension de cette course contre la montre pour remettre le bateau en état avant le redépart. Donc c'est une grosse intensité. Nous, on vit en tant que marin, c'est intense pendant la course, mais c'était aussi une course d'une grosse intensité à terre, quoi. Est-ce que vous aviez l'impression de terminer la job list à chaque fois, ou il fallait faire parfois un peu des raccourcis Non, je pense qu'on s'est assez donné pour... j'ai pas la sensation d'avoir pas terminé la liste des choses qu'on faisait. Vous aviez assez de temps, quoi, à chaque étape pour faire ce que vous vouliez? Donner le temps, Okay. en mettant de l'intensité, effectivement. Mais je crois pas qu'on ait fait de concession sur ni la qualité ni la quantité de choses qu'on voulait faire. Peut-être au moment de définir, ça c'est du détail, c'est pas utile pour avancer plus vite, et c'est pas utile pour la sécurité, et c'est pas utile pour préserver le bateau. Mais à part au moment de choisir ce qu'on allait faire, on a fait ce qu'on voulait. Et entre chaque étape, du coup, il y avait des pièces qui voyageaient avec vous, ou vous négociez avant dans les chantiers étrangers d'avoir des pièces à droite à gauche qui soient prêtes au cas où. Comment ça s'est organisé? Ça, je pense que aussi c'est une des clés du succès, c'est que c'est important d'être fidèle à nos prestataires. On a tout fait pour le rester, parce que c'est des gens qui nous aident au quotidien. Du moins, il y a l'équipe technique, mais il y a aussi tous les gens qui nous fournissent et qu'il ne faut pas oublier. Et donc, en fait, c'est une bonne communication avec eux pour avoir le matériel et repartir dans les aéroports, malheureusement. On est obligé de prendre l'avion pour venir sur les lieux d'escale. Quelquefois, on nous demandait, Camille et moi, si on déménageait pas à chaque fois qu'on partait quelque part, parce que c'est vrai que... C'est combien de sacs là pour rentrer la dernière étape, on avait 14 sacs. À 2, 7 chacun. Et, vous preniez tous les caddies de l'aéroport. Voilà. Donc les gens nous voyaient arriver un peu en se disant, tiens, ils déménagent ou qu'est-ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de l'aventure. Mais Camille parle énormément de langues. Elle est très à l'aise là-dessus. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. C'était un peu indispensable, de pouvoir se débrouiller dans chaque pays, d'aller voir des prestataires, des chantiers. Il faut quand même forcément rencontrer du monde, effectivement. Ça facilite les choses. Après, c'est indispensable, je sais pas, on peut forcément s'en sortir. Il y a quand même, dans chaque endroit où on s'est arrêté, il y avait un ponton. Donc, il y avait des personnes qui savaient ce que c'était un bateau, et ça permet de quand même s'en sortir. Mais c'était pour moi plus facile peut-être de parler la langue, parce que ça permettait de partager des choses presque un peu extra qui ont l'air de servir à rien sur le moment, mais qui permettent de s'imprégner un petit peu de comment ça fonctionne, du fonctionnement. Et Yann, toi, sur la préparation de navigation, est-ce que tu essayais d'imaginer un peu, alors évidemment dans le Pacifique, il n'y avait pas vraiment de porte de sortie, mais sur le contour du Cap Horn, par exemple, des points clés où vous auriez pu vous arrêter s'il y avait un souci pour retrouver l'équipe technique? Est-ce que ça faisait partie de ta prépa de nav? On a regardé quand même d'un œil des possibilités de sauver, surtout en cas de gros problèmes météo plus que de problèmes techniques. Mais on n'a pas approfondi. C'est pareil, c'est quand même tellement grand. Je préfère m'adapter à chaque fois, et puis un abri dans telle condition, c'est peut-être pas un abri dans telle autre, donc ça fait quand même beaucoup de possibilités.
Donc non, c'est quelque chose de plutôt un peu comme quand on vole en planeur et qu'on se pose toujours la question si là je remonte pas, où est-ce que je dois me poser, c'est un peu pareil en mer. Tu es tout le temps en train de te dire où est-ce que je suis, où est-ce qu'il y a des abris pas loin, dans quelles conditions est-ce que je peux rentrer. Je le vois plus comme quelque chose de permanent, un état d'esprit au cours de la navigation, plus que voilà, écrire 4 bouquins de comment ça peut se passer, que tu n'arriveras pas à lire parce que au moment où tu dois faire ça. Donc ouais, c'est plus un travail continu sur le moment pour moi. Ça a été quoi les plus gros points de faiblesse pendant ce tour du monde? On sait que voilà, certains concurrents ont eu pas mal de composites à faire. Vous étiez vigilant sur quoi Nous, voilà, il y avait la liste qui était préparée pendant la course, et puis après il y avait la liste des préparateurs qui était souvent 2 jours, parce qu'en fait les 2 premiers jours, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers jours après l'arrivée du bateau, nous on passe énormément de temps à vérifier, checker, à regarder aussi en plus que ce que les marins ont vu. Et donc en fait ça augmente la liste. Globalement nous on a eu de la chance, on n'a pas eu de gros soucis, mais on essaye de tout vérifier. Et il y a une particularité sur cette course que je dois souligner, c'est qu'il y avait un esprit fair play à terre hyper sympa entre l'ensemble des 8 projets. Et quelquefois, vous voyez que sur un bateau, il y a le mât qui est un peu en train de s'enfoncer dans le pont, et vous dites est-ce que ça va pas m'arriver à moi aussi? Et vous allez regarder, et on essaie aussi de s'entraider, et tous quoi. Et ça c'est un peu original. Parce que parfois on aime bien garder nos petits secrets et tout. Alors on se dit pas tout non plus, mais tout de même je trouve que sur cette course il faut le faire remarquer. L'entraide passe avant la performance. Voilà, et c'était chouette. Et j'ai entendu que Camille a découvert une passion pour la couture de ralingue de GV. Ouais. C'est un des points qui vous a surpris, c'est le vieillissement de la grand voile. Tu disais, Sébastien, peut-être qu'à refaire, vous partiriez avec un rail sur le mât, c'est ça? C'est peut-être... Yann dit non. C'est peut-être plus adapté pour libérer un peu de temps à l'escale, à des mains qui feraient autre chose que de coudre 17 mètres de ralingue, parce que c'est la longueur de la ralingue. Mais non, parfois c'est du préventif. Mais c'est vrai que les voiles, elles font 10 routes du Rhum d'affilée. Donc c'est normal aussi qu'elles vieillissent. Voilà. C'était un vrai sujet de vigilance. On a eu aussi des problèmes d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a fait des mauvaises utilisations qui ont entraîné des réparations, etc. C'est la faute des marins qui... Il y a une partie de la faute des marins et de l'ergonomie, la manière dont on utilisait le bateau qui ont provoqué, dans ces longs portants dans les mers du Sud, qui ont provoqué des trous dans la grand voile. Qui ont été réparés, mais c'était un vrai sujet de vigilance. Mais au final, elles ont tenu, et on est parti avec des voiles qui n'étaient pas neuves, parce qu'elles avaient l'âge du bateau qui était assez récent, mais elles n'étaient pas neuves en fait, nos voiles en partant. On a dans le règlement un nombre limité de voiles. Qui est de combien? C'était combien? 14 12 12. Donc 12, c'est pas beaucoup, parce que quand on navigue, on en a déjà 8 à bord. Donc en fait, ça fait 4 sur lesquels on peut jouer. La grand voile, elle n'a pas le droit d'être changée. Donc c'était un vrai sujet. Au final, on est rentré, on a eu des pertes de spi. Voilà. Les spi. Plusieurs spi. 1, 2 spi. Ça, 2. Ouais, et puis là, le dernier, vous avez été un peu lourd sur l'accélérateur. Le petit spi, il y a 2 spi qui ont explosé. Neuf, là. Il y a 2 spi qui ont explosé. Il y a eu des allers-retours pendant les étapes de voile avec les changements d'équipage qui ont permis de ramener les voiles, de les réparer pour pas utiliser des nouveaux tickets, ensuite les réembarquer.
Mais voilà, elles sont sollicitées fort, effectivement. Antoine parlait hier du côté pionnier que vous aviez avec ces premiers SCO autour du monde. Finalement, vous avez été plutôt bien surpris du vieillissement du bateau. Vous n'avez pas vu avec des gros chantiers composites. Le résultat technique est plutôt probant, non ? Ouais, je pense. Alors nous, on est extrêmement contents de la tenue de notre bateau là, pour ce qui est de son intégrité structurelle. Parce que, on a eu, on peut dire, zéro souci. Structurel, enfin des micro-détails, quoi. Il y a des détails. Et c'est des micro-détails, et donc on est extrêmement satisfait de ça. Donc ça, c'est quand même très, très encourageant pour la suite. Et ça met vraiment en confiance. Et c'est vrai que après la perspective d'une route du Rhum, ça met en confiance par rapport à la possibilité de tirer un petit peu sur le bateau. On le rappelle, au lancement de ce bateau, le 202, vous n'aviez pas forcément trouvé tout de suite les manettes du bateau. Est-ce que Yann, maintenant, tu pars plus confiant et avec des manettes évidemment que tu as trouvées sur le bateau ou des points forts techniques aussi. Bah, on a acquis une expérience énorme. Comme vous disiez, l'équivalent de 10 routes du Rhum. Donc c'est vrai que souvent c'est l'expérience qui fait apparaître les couacs sur un bateau. Et donc là, on a eu beaucoup d'expérience et donc il y a beaucoup de soucis et de choses qui ont été vues. Donc ça, c'est un vrai atout. Pour ce qui est de la performance pure du bateau, je rappelle que c'est une très belle histoire parce que et c'est des histoires qui me plaisent énormément. À chaque fois, on part entre guillemets d'une page blanche avec David Raison, l'architecte, avec le projet. Et voilà, on n'achète pas un bateau sur étagère en disant ce bateau il marche bien, on l'achète et on part naviguer, quoi. À chaque fois, c'était des projets qui se construisent à partir de nos idées. Voilà, on peut voir juste, on peut se tromper. Le 158 avait été tout de suite une super réussite. Là, ça a été moins évident tout de suite. Effectivement, on avait un bateau qui est plus exigeant. Mais ce qui est chouette, c'est que depuis sa mise à l'eau, on a beaucoup travaillé, beaucoup navigué, beaucoup progressé. Après, est-ce qu'on est au niveau des meilleures classes 40 je ne sais pas. En tout cas, on essaye de s'en rapprocher le plus possible. On continue de progresser. On a encore des idées pour essayer d'améliorer le bateau. Et voilà, on a quand même réussi à finir plusieurs fois devant un bateau qui reste un bateau référent, le Lift 2. Donc force est de constater qu'on est quand même sur la bonne voie et voilà, et que en tout cas c'est tout ce chemin et tout ce projet qui rend je trouve notre projet qui le rend riche pour nous et intéressant et voilà. Et peut-être une dernière question, est-ce que donc on a peu parlé du confort tout relatif, mais vous avez apporté des petites choses pour que les marins soient un peu plus confortables pendant ces 20-30 jours de course que pouvaient durer les étapes? Des billes pour le pouf, non? On a une livraison express de billes à La Réunion. La Réunion, constructeur de notre pouf, le service après-vente à l'autre bout de la planète. Faut dire qu'il était venu faire du parapente. Voilà. Donc, et puis qu'il est comme nous fan de cette île incroyable où on a eu un accueil incroyable. Et on remercie tous les Réunionnaises et tous les Réunionnais pour ça d'ailleurs. Et c'est vrai que le confort, on essaie d'y penser. Il y a le chauffage, il y a des poufs. Nous, notre bateau, je crois que il y a un siège de veille. Et je crois que notre bateau est pas loin d'être un des plus confortables. On peut se vanter de ça. Donc voilà. C'est assez ergonomique, je crois. Chaque fois, c'est un truc qui est dit sur le bateau de David Raison par les autres de personnes qui visitent et qui découvrent par rapport à d'autres. Et je pense qu'au-delà de l'équipement qui est à bord, on entend tout le temps, il est hyper ergonomique. On a un roof qui est assez haut, et qui va vachement vers l'avant. Et donc déjà à l'intérieur, on peut se tenir debout, quoi. Et ça, en fait, à force, parce que c'est quand même des bateaux, ça nous use le dos, le coude, les genoux, les articulations. Et déjà le fait de ne pas être plié en deux à chaque fois qu'on va déplacer un sac à l'avant, etc. C'est déjà effectivement
un gros confort. Gros Quoi. confort. Ouais. Très bien, merci beaucoup Sébastien et Camille. Nous, on va attaquer la dernière partie de cette émission en compagnie de l'organisateur de course et de la directrice de course. On va retrouver quelques images d'une étape de cette Globe 40 et où Miranda explique un petit peu mieux son rôle. À tout de suite. Parti pour un tour du monde de 8 mois. Il y a une telle diversité, mais en même temps, il y a un point commun. Il y a vraiment une volonté d'aller jusqu'au bout de cette histoire. C'est des projets qui ont été mûris. Je crois que les bateaux dans cette deuxième édition de la Globe 40 sont bien préparés. Tout le monde prend ça au sérieux et il faut. C'est un tour du monde, c'est 30 000 milles de parcours, c'est très loin. Et il faut que les bateaux soient bien préparés, ainsi que les marins. Et donc le fait d'y arriver, de se retrouver là, c'est déjà vécu comme un privilège. Le prologue a permis de tracer un peu, je pense, les lignes sportives des autres étapes. C'est aussi l'objet de ce prologue. Le prologue était hyper important justement pour se lancer sur le Tour du Monde. On a vu qu'il y avait dans les deux groupes une homogénéité et qu'il va y avoir de l'intérêt sportif pour les coureurs sur l'eau et pour tous ceux qui suivent la course. Et on est content, ouais, on est carrément content, c'est le début du voyage. On a essayé de se dire qu'il fallait naviguer différemment de d'habitude et qu'il fallait baisser d'un cran. Et là, on a baissé d'un demi-cran, donc il reste à baisser d'un autre demi-cran. Magnifique 202 qui vient de terminer son tour du monde. Nous ont rejoint en plateau Manfred Ramspacher, l'organisateur de cette Globe 40, et Miranda Meron qui a joué le rôle de directrice de course. On l'a vu dans cette dernière vidéo. Miranda, une première question. Il y avait 8 bateaux au départ. Les 8 bateaux vont arriver normalement, si tout va bien. Déjà, c'est un super succès. La course n'est pas encore terminée, mais j'espère sincèrement que dans 3 jours, on aura 8 bateaux à quai, ce qui serait vraiment incroyable et super. Après une course autour du monde assez engagée. Le dernier bateau est prévu pour quand ? J'espère que le dernier bateau arrivera dimanche. Donc on a vu ce match qui avait un petit peu entre l'ESCO et les bateaux classiques. On le rappelle que la bataille entre les bateaux à étrave classique n'est pas du tout terminée et que le résultat du premier bateau étrave fine va se jouer là dans ces derniers milles de course. Absolument, et au fait il y a eu des batailles à tous les étages de la course du début à la fin, donc c'est absolument super et ça continue. Donc je n'oserais pas parier sur le classement final encore, tant que tout le monde n'est pas arrivé. Miranda, vous étiez dans l'équipe de direction de course sur la première édition. Là, vous étiez directrice de course. Vous avez participé, vous avez vu justement sur la précédente Globe 40 comment ça a pu se dérouler. Non, excusez-moi. Non, c'était sur les autres courses de Manfred, sur les autres courses de Globe 40, mais de classe 40, mais. Sur cette course-là, donc vous étiez directrice de course, c'était une première pour vous sur un tour du monde comme ça à étapes Absolument première pour moi en tant que directrice de course sur une course aussi longue. Et d'ailleurs, ça fait que 2 ans et demi que je travaille à la direction de course sur diverses courses. Et ça fait quasiment 1 an que je suis devenue directrice de course. Ça semble très responsable, grande position pour quelqu'un comme moi. Et en fait, la course, elle est longue, hein. Elle dure 8 mois. Il y a des moments où je m'inquiète beaucoup en fonction des conditions pour la flotte, mais ce qui a été absolument super, c'est qu'il y a un niveau de préparation qui est très bien. Les marins sont super et il y a une solidarité extraordinaire entre marins et une très bonne ambiance.
ça n'était qu'un bonheur d'être à la direction de course de la Globe 40. Vous aviez une autre casquette avant celle de navigatrice. Comment justement vous avez l'impression que ça vous apporte le fait de passer de l'autre côté et d'avoir vécu un petit peu ce qu'ont pu vivre ces marins, les inquiétudes qu'ils ont pu avoir. Vous les connaissez aussi, ces inquiétudes-là? Effectivement, la seule plus-value que moi je peux amener, c'est que j'ai fait quasiment 30 ans de course au large. Et donc, quand un bateau m'appelle au milieu de la nuit et me dit que telle chose s'est passée, je peux comprendre la situation. Donc, à ce niveau-là, je peux aider un peu. Et Yann et Antoine et l'équipe, ils vous ont appelé pendant la nuit des fois, ou c'est arrivé? J'en ai envoyé plusieurs fois des messages, il me semble, en tout cas pour rapporter soit des problèmes techniques qu'on rencontrait, prévenir, qui étaient a priori gérés, mais on aime bien avoir ce lien avec la direction de course et informer un peu de ce qu'on vit. Et voilà, ça permet que si jamais les choses étaient amenées à se dégrader, ça a déjà mûri chez la direction de course, on est déjà au courant et les choses sont plus fluides après. Il y a des fois aussi, par exemple avant de monter dans un mât, etc., ou faire une opération, on prévient. Ou aussi quand on a des trajectoires, et ça nous arrive plusieurs fois, on sait qu'ils vont paraître surprenantes. Ça arrive aussi d'envoyer un message en disant bon là, tu vas trouver ça bizarre ce qu'on fait, mais c'est volontaire. Donc voilà. Et puis nous, d'avoir une directrice de course qui a cette expérience, qui a fait des Vendée Globe, etc., c'est indispensable. Ça nous met dans une confiance. On sait qu'on parle à quelqu'un qui connaît ce qu'on vit, qui va comprendre le message, qui va avoir enfin voilà, c'est très très important pour moi et je pense pour tous les coureurs d'avoir une directrice ou un directeur de course en qui on ait confiance, en qui aussi on sait qu'il va être capable de prendre des décisions par rapport à la sécurité, de modification de parcours, de décalage de départ, etc. Et moi, d'avoir quelqu'un qui n'est pas une tête brûlée et qui ne va pas nous envoyer dans un mur, c'est une tranquillité d'esprit pour partir en mer et participer à un tel événement. C'est indispensable. Miranda, vous avez quand même eu des conditions plutôt clémentes, pas d'ouragan sur la route. Quel est votre regard, vous, un petit peu en conclusion même si c'est pas terminé et qu'il reste encore 6 bateaux à arriver, quel est votre regard, vous? Alors, non, effectivement, on n'a pas eu d'ouragan sur la route. Ça c'était un peu un choix aussi du timing de la course. On essaye d'éviter ça parce que c'est pas bon pour les bateaux. C'est vrai que je pense qu'on a été par moments assez épargnés. Ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Mais je pense que tout le monde a aussi eu des conditions par moments assez compliquées. C'est plus la grosse mer que le vent qui pose problème. Et les pointus, après les Malouines, ont pris plus de 60 nœuds. Donc, de temps en temps, il y a quand même des conditions dures. Et même pour tout bateau, pour les classes 40, par exemple, le départ de Valparaiso, c'était au près pendant 2 jours, 3 jours pour les plus longs, dans des conditions musclées au près. C'est pas bon ni pour les bateaux ni les marins. Par contre, pour que les bateaux puissent passer le Cap Horn dans des conditions qui allaient s'avérer être parfaitement correctes, c'était mieux de prendre le risque et de partir dans ces conditions-là que d'attendre et après se retrouver avec des conditions énormes au Cap Horn. Ok. Manfred, quel bilan vous tirez maintenant? Un peu de soulagement déjà à voir ces premiers bateaux arriver ici à Lorient-la-Base, d'où vous êtes parti, on le rappelle, en septembre dernier. Alors, pour le soulagement, on va attendre quelques jours, parce qu'effectivement, la course n'est pas finie. Maintenant, si on touche du bois, on va effectivement vers une situation où on devrait récupérer l'ensemble des bateaux du départ. Et ça, c'est vraiment une très grande satisfaction pour l'organisateur que je suis. Moi, je voulais construire une histoire qui soit autour du récit humain, du récit sportif, pas du récit des incidents ou des catastrophes sur l'opération. Donc ça voulait dire une certaine manière de gérer l'événement, un gros travail sur la préparation technique. Il y a un énorme écart sur la préparation technique, je pense, par rapport à la première édition. Il y a un travail aux étapes des préparateurs qui est absolument remarquable. Tout ça fait qu'on est dans cette logique-là. Et si, comme je l'espère, on arrive ce week-end à avoir les 8 bateaux dans cet état-là, ce sera
ma première grande satisfaction sur cette épreuve. Je voudrais rajouter, je disais que c'était important d'être en confiance avec le directeur de course par rapport à ces choses de sécurité, mais je sais qu'il peut aussi y avoir des contraintes différentes entre l'organisateur et la direction de course. Et là, c'est vrai qu'il y avait quand même sur ce point-là, vous étiez en raccord, et toi, je crois, Manfred, tu as toujours eu le discours de dire que c'était de la sécurité avant tout. Au départ à Lorient, tu as aussi été voir tous les coureurs, et donc il y avait sur le point de cet aspect-là et de ramener tout le monde et de la sécurité. Et c'est pareil, ça crée un climat quand même, moi que j'apprécie, qui est de dire, qui est parfois critiqué par des gens dans la course au large. Mais moi j'adhère complètement à cet état d'esprit de dire on n'est pas là pour faire les jeux du cirque. Et raconter des catastrophes, et on est là pour faire du bateau à voile, et si on peut être intelligent et faire plutôt avec les éléments que contre, c'est voilà. Donc je pense que c'est aussi en partie grâce à ce climat que, comme on l'espère, tout le monde va revenir après un tour du monde sur des bateaux pas si grands que ça, quoi. Manfred, comment elles sont construites ces étapes? Comment ça se passe? C'est un peu l'opportunité, ou c'est aussi en fonction du parcours que vous voulez faire à ces bateaux? C'est un long travail, c'est un travail complexe, mais ça doit d'abord partir d'un rêve, d'une envie. Moi, cette affaire, elle a commencé un dimanche matin dans mon lit en regardant une carte il y a quelques années, et en se disant que ça devait être tous les beaux endroits où j'avais envie d'aller, où je n'avais pas déjà été allé. Après, on rajoute des contraintes techniques. Par la Polynésie, par exemple, qui est un magnifique espace, mais dans lequel on doit être sorti au 1er décembre pour les problématiques de cyclone. Il y a tout un certain nombre de contraintes. Après, il y a des contraintes budgétaires, effectivement. Il faut trouver des villes d'accueil, des villes qui participent à l'événement. Donc, on fait de tout ça un mix, en espérant faire rêver les gens, mais aussi avoir un parcours qui est son identité. L'Aglo 40, c'est pas le Vendée Globe, c'est autre chose. C'est grande valeur évidemment pour ce premier événement, mais pour nous, on a une autre identité. Donc c'est une identité de voyage, c'est une identité de découverte, c'est une identité d'engagement sportif, mais pas extrême. Donc effectivement, à chacune des étapes dans le sud, il y a quand même des limites sud qui étaient très basses. 50 degrés dans la partie pacifique, ça permet quand même d'être dans des conditions qui sont pas toujours faciles, mais avec cet esprit d'aller au bout, de se mettre dans le temps long sur l'ensemble de l'événement, de vivre à la fois les grandes émotions du Sud. On l'a bien vu, l'audience, l'intérêt dans les grandes étapes du Sud, il a très fortement cru à ce moment-là. Les coureurs, on peut vivre ce qui les avait fait rêver au début de leur engagement dans la course au large. Cette mythologie des albatros, c'est très symbolique, mais c'est vraiment de tout la grande houle. C'est l'entrée dans un autre monde, et de vivre ça bateaux, en effet, tout en ayant des escales qui sont très fortes. Et on a vraiment eu des escales magnifiques pendant toute cette étape, mais dans le cadre de l'identité qu'on a mis en place pour cet événement. Vas-y, Laure. Et comment justement expliquer, c'est vrai qu'il y avait 8 bateaux au départ, il y avait plusieurs projets qui sont tombés à l'eau. Comment justement continuer de créer l'envie à des projets de venir? Est-ce que peut-être que ça fait peur quand même de partir sur un tour du monde sur les classes 40? C'est un engagement dans le temps. Yann, on en avait parlé déjà à la précédente édition. Je me souviens de l'étape d'Ushuaïa, première édition, où j'avais eu une longue conversation avec Yann qui avait été très honnête en disant que effectivement cet engagement en classe 40, en SCO dans le Sud, c'était quelque chose qu'il appréhendait. Et après, effectivement, le pas a été franchi. Donc c'est un travail dans le temps. On sent bien... Alors c'est assez logique dans tous les événements. Il y a toujours plus de gens inscrits, intéressés. Il y a toujours quelques rêveurs aussi dans l'opération. Et à l'arrivée, il y a la moitié de ça, ou ça, c'est une logique normale. Après, nous, on voit bien dans quelle direction on va. On voit bien l'engouement. On a déjà, pour la prochaine édition, on a déjà entre 5 et 10 projets relativement sérieux, avec des constructions intéressantes. Donc, c'est un travail dans le temps. Tous les beaux événements qui nous servent tous de référence, c'est des événements qui ont des dizaines d'années d'expérience. Je me souviens qu'il a fallu 4 éditions au Vendée Globe pour atteindre 20 bateaux. Donc, on s'inscrit dans cette dimension du temps. Mais là, où tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé depuis quelques mois nous pose un optimisme
assez fort. On va pas dire plus, mais on attend la fin. Et effectivement, l'état d'esprit, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est-à-dire, on crée un événement. Les événements qui restent dans le temps, c'est des événements qui ont une âme. Donc les facilités techniques, toutes ces choses-là, les budgets, les partenaires, c'est des choses importantes. Mais avant tout, il faut créer une envie, il faut créer une histoire autour de ça. Et pour nous, notre originalité, c'est d'abord c'est le couple. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un événement solitaire. Il y a une histoire humaine qui se raconte entre deux personnes. C'est un événement international et ça, c'est fondamental. Nous, on a 80% de projets internationaux. Et puis, c'est ce mix entre la performance de haut niveau et aussi la performance dans un cadre amateur au sens, je dirais, c'est pas leur métier, mais le niveau, quand on voit le niveau qu'il y a aujourd'hui dans les pointus qui vont arriver, la Transpacifique, 6000 milles, ils sont arrivés 4 jours après les SCO et 4 bateaux en 4 heures. Donc, et on voit bien qu'ils progressent d'étape en étape. Il y a un niveau incroyable. Et il faut garder cet esprit entre ce mélange entre les professionnels et ces gens qui font aussi la course au large. Et je pense que c'est respecté à la fois de la part des professionnels et dans l'autre sens aussi, il y a du respect, il y a une vie commune. Et effectivement, il y a un état d'esprit aux étapes et en mer. On le voit bien, il y a un WhatsApp en mer. Si un a une difficulté, a vu quelque chose qui flotte, etc., on voit tout de suite la réaction, même si l'autre bateau est devant, quoi. Donc ça, c'est ça qui est important. Justement, des événements qui ont une âme où c'est un petit peu la surprise ou le retour, enfin, qu'on a eu de nombreux équipages, c'était cette bonne entente qu'il y avait entre les équipes et c'est un peu cette fraternité. Est-ce que Yann, on retrouve un peu l'esprit mini quelque part sur les pontons en attendant je crois que vous avez bien sympathisé notamment avec l'équipage de la Réunion. En les attendant sur le ponton, on est là pour prendre leurs amarres quand le bateau arrive. On retrouve un peu cette ambiance, non ? Alors, rien ne remplacera l'Amélie, je tiens à le dire. Mais oui, non, c'est sûr que ça fait du bien de revenir à un événement où c'est vrai que après sur les Jacques Vabre, la route du Rhum, tout est très professionnalisé, les équipes, chacun est un peu... Alors que là, on est dans le temps long, on a des moments privilégiés où on peut se rencontrer, passer du temps, prendre des apéros le soir ensemble, discuter. Et donc, il y a quand même, sur 8 mois, même si à chaque fois, il y en a qui partent, qui reviennent, etc., tu finis toujours par te croiser et trouver des temps de qualité avec les gens et qui permettent de partager tout ça. Et oui, très bonne entente. Nous, ce qui a été, je trouve quand même là-dessus, enfin, moi, ça m'a coûté un peu, c'était que on est très bons amis avec Curium, l'équipage belge. Aucun souci, mais il y avait quand même une rivalité forte par rapport au général et on n'était que 2 bateaux. Et donc pendant 8 mois, on avait donc on est à la fois extrêmement proches, copains, et il n'y a pas de problème, et à la fois on avait cette rivalité qui était focalisée que sur une personne. Et ce qui est, quand on a plusieurs, voilà, ça permet un peu, pas tu te fâches, mais tu vas surveiller lui, puis lui, et là tu es focus tout le temps pendant 8 mois sur le même bateau concurrent. Et ça, quelque part, j'ai trouvé ça un petit peu pesant. Et Miranda, pour rassurer justement les équipages, comment ça se passe pour organiser? Est-ce que vous organisez un peu des potentiels secours? Comment on fait pour quand les bateaux sont dans les mers du Sud, comment on fait pour essayer de les rassurer en leur disant qu'il y aura une limite aussi de secours qui va venir les aider s'il se passe quelque chose? Alors déjà dans le Sud, le secours le plus proche, si tu as un problème, ça va être un autre concurrent. Et tout le monde le sait. Chaque équipe a fait sa formation à plusieurs reprises de World Sailing et tout. Donc ils sont déjà un peu rodés. Il y a toujours un briefing sécurité qui est assez complet avant les grandes courses. Donc tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire en cas d'urgence. C'est vrai que déjà, ce qui est important, c'est de savoir... il y a une super solidarité dans la flotte, donc je ne m'inquiétais pas du tout pour ça. Mais c'est vrai que souvent, ça peut être un autre concurrent qui aille t'aider dans le Sud. Pour le reste du monde où il y a plus de bateaux et tout. Au fait, avant chaque étape, moi j'envoie un mail à tous les secours qui pourraient être intéressés par le parcours, avec une base de données qui donne toutes les infos sur chaque bateau
et aussi avec mes 2 numéros de téléphone. Et donc, s'il y a un problème, en général, soit le bateau m'appelle ou le cross ou MRCC en question appelle. Et donc, comme ça, tout de suite, on est un peu en relation. Et si jamais il y a un gros problème, c'est les autorités de secours qui gèrent ça, mais qui nous tiennent au courant. Je surveille avec mon adjoint Pierre, on surveille 24 heures sur 24 quand les bateaux sont en mer. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler quand il y a un problème ou nous envoyer un petit WhatsApp pour dire ben voilà, ceci, cela va pas bien. Comme ça, on s'inquiète moins quand on voit une trajectoire, comme a dit Yann, qui n'est pas correcte. Et en gros, on est là, c'est Pierre qui dit qu'on est les anges gardiens de la flotte. Voilà. Donc, et on le voit, hein, Miranda a son téléphone sur les genoux là. Exactement. Et donc on est là, on est vraiment là pour les concurrents en cas de besoin. Voilà. Après, le travail de préparation est important aussi, en particulier avec toutes les autorités maritimes et ce travail qu'on fait. Il faut remercier tous les appuis qu'on a eus sur les différentes structures. Je vois par exemple la marine chilienne, on a eu vraiment une superbe coopération sur toute qui a quand même en responsabilité la moitié du Pacifique, hein, le passage du Horn. Donc c'est ce travail qui est fait en amont de créer un lien. Là aussi de leur raconter l'histoire, de travailler sérieusement de notre côté, c'est-à-dire d'avoir effectivement ce travail sur les données, les contacts, mais on ne pourrait pas faire ça si on n'avait pas quelque part cette empathie avec tous ces gens. On parle beaucoup de l'aéronautique navale ici à Lorient, à l'Anbyway, tous les briefings, toute l'expérience qui est faite avec ces structures-là. C'est tout un environnement qu'on ne voit pas, mais qui est très important aussi. Manfred, vous avez parlé donc de la prochaine édition, donc vous confirmez qu'il y aura une autre édition et que les étapes sont déjà en train de se construire? Alors, Globe 40, 3e édition, oui, c'est pas une grande surprise pour moi en tout cas. Oui, il y aura une 3e édition de la Globe 40. Je crois que c'est une histoire qui demande qu'à se poursuivre. Donc on va, comme la dernière édition, très rapidement confirmer ça et je pense faire un préavis de course assez rapidement au mois de mai avant de sortir un avis de course plus élaboré encore cet été ou à l'automne. Donc effectivement, il y a des idées déjà qui circulent dans ma tête sur le parcours. Il faut qu'on trouve un équilibre entre des étapes, des villes qu'on a déjà faites. On a créé une histoire aussi, on a une relation de confiance, mais il faut aussi à chaque événement, je crois, il faut une ou deux étapes nouvelles qui apportent un sel un peu particulier à cette édition-là. Donc après, c'est un pulse. Donc pour l'instant, j'ai pas mal de pièces du pulse. Il va falloir passer à la phase suivante, c'est-à-dire les mettre dans l'ordre. On voit que Yann écoute ça d'un œil intéressé. Yann, on va terminer avec un petit focus sur la suite pour toi, puisque le disait Sébastien, vous avez fait l'équivalent de 10 routes du Rhum autour du monde, mais il y en a une 11e à préparer là, qui est en novembre, qui va se courir évidemment en solitaire. Et comment tu te projettes là sur le solitaire après tant de navigation en double? Tout de suite, peut-être falloir un peu de sommeil. Pas tout de suite, mais non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je navigue en double, je me dis mais comment je vais faire en solitaire? C'est dur, le solitaire, c'est beaucoup plus dur. Surtout que là, effectivement, tu as eu beaucoup de mois en double. On a eu beaucoup de mois en double. De toute façon, en classe 40, on fait pas tant que ça, beaucoup moins de solitaire que on en faisait en mini. Ouais, c'est dur. Et donc là, il va falloir que je me remette à naviguer. J'ai pas navigué en solitaire sur ce bateau. Donc voilà le challenge. Mais j'adore ça, le solitaire. C'est gros challenge. Et puis l'événement, moi, c'était pas ultra bien passé la première route du Rhum que j'avais faite il y a 4 ans. J'espère que là ça va mieux se passer et puis ça va paraître court comme étape quoi. Et le bateau justement vous allez faire forcément un gros chantier, il y a déjà des modifications que vous avez envie de faire pour le... Alors il y a bien sûr un gros chantier de remise en forme et puis on va très très probablement essayer de faire une petite modification de carène sur l'arrière du bateau qui on pense peut apporter un petit plus au bateau. Donc on va sans doute s'offrir cette petite opération.
Très bien, on a hâte de voir ça. On va donc conclure ce live depuis Lorient-la-Base. Un énorme merci Yann et encore félicitations pour cette victoire et puis cette course qui nous a vraiment tenu en haleine sur la Carto. J'ai eu aussi un petit message d'Amélie qui ne pouvait pas être là puisqu'elle est loin mais qui a envoyé tous ses encouragements et les félicitations. Donc bravo Yann. Il a fait 2 étapes effectivement. Et qui a fait 2 étapes Ouais, avec toi. 2 grosses étapes, Amélie et Alan, qui a fait Alan Roberts qui a fait le Pacifique. Ouais. Bon. Eh ben, merci beaucoup Manfred et Miranda. On sait que vous avez du coup encore du boulot là pour les jours à venir. Encore merci à tous nos invités. Merci à la rédaction de Voile et Voilier. Lorraine, peut-être tu peux présenter les bonnes pages du magazine qui vient d'arriver. Tout à fait, voilà. Donc là, le prochain numéro est déjà sorti. Donc on vous invite à reprendre la mer donc dans ce numéro de printemps avec diverses navigations et surtout le salon du multicoque, un éclairage sur le salon du multicoque qui aura lieu la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on pourra se retrouver en live la semaine prochaine, mercredi, en direct du salon du multicoque avec Offshore. Oui, merci. Et un grand merci également à Laurent Berthet, Bérangère Pépion et Domiti La Perche pour leur confiance. On vous dit à très bientôt sur le site de Voile et Voilier. Merci.